Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Malheureusement, il est alcoolisé, il a 1 gramme d'alcool dans le sang et il chute et meurt sur le coup. Non, à 20 ans, on n'est pas immortel. Je sais très bien que c'est pas ce qu'il voulait et je pense que quand il est tombé, il s'est vraiment dit « Waouh, quelle connerie je suis en train de faire » et que donc il est vraiment avec moi, très présent dans cette action. Je pense que l'inverse de la tristesse n'est pas la joie, mais c'est vraiment l'action. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés. Dans ce podcast, nous invitons des femmes et des hommes qui nous aident à voir plus loin. Voir plus loin, c'est parfois transformer une immense douleur en un engagement et un combat. La femme que je reçois aujourd'hui est une mère qui a traversé cette immense douleur, mais a décidé de transformer cette perte, celle de son fils unique, en combat de prévention pour les jeunes. Bonjour Hélène de Scherf. Bonjour Aude. Hélène, vous êtes mère de 3 enfants, dont un unique fils, Jean, décédé il y a 5 ans. Vous avez fondé Un instant, une vie à la suite du décès de Jean, il y a maintenant 4 ans, pour alerter les jeunes et les parents sur les dangers des conduites à risque. D'abord, j'ai envie de vous demander quelle était votre vie, la vie de votre famille, avant ce terrible 8 mars 2020. Eh bien, c'était une vie très simple, très facile. En fait, une vie normale avec des parents qui s'entendent bien, 3 enfants merveilleux, en bonne santé, dont 2 qui sont étudiants, donc qui sont déjà assez grands, et une qui est à la maison en seconde. Et voilà, une vie de famille très simple et très harmonieuse. Et puis, il y a ce 8 mars 2020, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Jean, donc votre 2e enfant, qui allait fêter ses 20 ans? Jean était étudiant en école de commerce et il avait fait donc 2 ans de prépa. Il était arrivé dans une grande école de commerce et il était parti avec son club de rugby pour un séminaire à Lisbonne, donc en mars 2020. Et puis, le week-end s'est très bien passé. Et puis, à un moment donné, il a eu besoin de relever un défi. Et ce défi, ça a été de monter sur une grue à 2h du matin, de prendre une photo là-haut, en haut de cette grue. Malheureusement, il est alcoolisé. Il a 1 gramme d'alcool dans le sang. Et il chute et meurt sur le coup. Et donc, vous recevez ce coup de fil impensable? Impensable. C'est vraiment le bon mot. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas en fait quand on est parent, ou en tout cas on refuse d'y penser. C'est un coup de fil qu'on redoute peut-être, mais c'est vrai que quand il arrive, il n'y a pas de mots pour qualifier ce moment-là, le moment où on essaye de rattraper tant qu'on peut le fil de la vie d'avant, où on se dit attends, il doit y avoir moyen de faire un retour en arrière de quelques minutes, de quelques instants, et de ne pas voir ce qui est en train d'arriver, quoi. C'est vraiment un moment extrêmement perturbant. Vous le disiez, Jean était un garçon qui aimait les défis, qui avait plein de copains, qui était sociable, qui était un garçon facile. Ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui. Ah, ça c'est certain. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. L'accident, c'est ça, c'est la seconde de trop, la seconde de pas assez, c'est le centimètre de trop, le centimètre de pas assez. Ça bascule vraiment en une fraction de seconde. Et oui, ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Et puis le 8 mars 2020, on s'en souvient absolument tous de cette période, parce que quelques jours après, on rentrait tous dans ce confinement. Quand on a vécu un deuil, quand on reste à 4, avec le manque, l'absence, j'imagine les difficultés pour aller rechercher le corps de Jean. Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi? Effectivement, c'est arrivé le 8 mars 2020, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Le Portugal avait quelques jours d'avance sur nous, sur la partie Covid et notamment sur le plan administratif. Donc ça a été extrêmement compliqué de faire le rapatriement du corps qui a eu lieu que le 20 mars. Et puis, l'impossibilité de vivre un enterrement normal, puisque j'avais en direct tous les jours le responsable des pompes funèbres qui m'appelait, qui disait « Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, je ne sais pas ».
C'était 100 personnes, puis c'était 20 personnes, puis c'était plus que 4 personnes. Vraiment un moment absolument cauchemardesque et très, très, très particulier pour tout le monde. Mais alors pour nous, ça a été vraiment une période indescriptible. Donc finalement, l'enterrement de Jean s'est déroulé avec très peu de monde ? Oui, très peu de monde. On a eu le droit d'avoir 20 personnes qui devaient avoir été enregistrées sur une liste spéciale avec carte d'identité à l'entrée, etc. Et puis, on a explosé le chiffre puisque finalement, on était 34. On ne pouvait pas faire de choix plus drastique que celui-là, d'inviter 34 personnes pour accompagner Jean, effectivement, sur cette dernière phase de notre vie terrestre. Quel hommage auriez-vous voulu lui donner à Jean ? C'est difficile cette question, parce que même si les gens n'étaient pas là physiquement, j'ai senti tellement de chaleur et tellement d'amour et tellement d'affection qui nous entouraient des 4 coins du monde. Moi, j'ai une sœur qui était au Brésil à l'époque, et même si les gens n'étaient pas là physiquement, eh bien, j'ai ressenti vraiment une présence très forte de beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. Et puis ensuite, dans les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, vous avez décidé de coucher avec des mots sur le papier. Vous avez cherché à comprendre. Je pense que l'inverse de la tristesse n'est pas la joie, mais c'est vraiment l'action. Et en fait, en tant que maman, je me suis dit, mais c'est pas possible de recevoir un scénario comme celui-là. C'est très compliqué de se dire, mais il l'a payé très cher quand même. C'est la peine capitale pour être monté sur une grue. C'est vraiment très cher payé. Et je me suis dit, c'est absurde de finir sa vie comme ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Comme j'étais moi-même déjà en contact avec des étudiants de l'âge de Jean, de par mon activité professionnelle, j'avais vraiment à cœur de ne pas revenir dans les amphithéâtres pour reprendre les cours de façon normale. Et je me suis dit, j'ai vraiment un message à faire passer. Après, ça a été un long chemin de réflexion, mais l'action, je l'ai mise en route très rapidement. 3 semaines après, j'ai appelé un de mes amis qui est comédien et metteur en scène, avec qui j'avais déjà travaillé sur des pièces de théâtre. Et je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit, je vais faire quelque chose de ça. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Est-ce que tu acceptes ? Et il a accepté. Comme moi, je n'avais plus du tout de travail à cause du confinement, on a eu le temps de se poser et il m'a dit, écoute, il faut que tu écrives. Parce que moi, Jean, je ne le connaissais pas. Écris-moi Jean. Écris-moi qui était Jean. Donc, j'ai commencé à écrire de cette façon-là. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que finalement, cette écriture devienne un livre. Ce livre qui s'appelle « Mon zèbre s'est tué » et qui a été notre point de départ de travail sur l'écriture de ce qui est devenu une pièce de théâtre intitulée « Adrénaline ». Mais tout ça, ça s'est fait par étapes, en fait. En tout cas, le départ, le désir, le besoin, c'était vraiment je vais dans l'action et j'en fais quelque chose pour les autres. Qu'est-ce qui a été le déclic finalement? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit de vous dire j'écris ce livre, j'écris ce texte, cette pièce, et après je veux agir pourquoi? Pour que des mères n'aient pas la même douleur que la mienne? L'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent prendre conscience que non, à 20 ans, on n'est pas immortel. On a beau réussir tout ce qu'on fait ou quasiment, on a beau être aimé, on a beau être très entouré, on a beau être amoureux, eh bien tous ces sentiments-là ne rendent pas immortels. Et je pense qu'à 20 ans, il y a une forme d'insouciance qui est énorme. La mort, Jean ne l'avait quasiment pas connue, on va dire. Il avait perdu un grand-père déjà, mais je pense qu'il était vraiment dans ce sentiment d'invincibilité qu'on a quand on a 20 ans, qui est tout à fait normal. Et donc, l'idée et l'envie que j'avais, c'était de parler aux jeunes et de leur dire, en fait, vous n'êtes pas immortels. Vous pensez que vous l'êtes. Parce que oui, vous réussissez, vous êtes aimé, vous êtes apprécié par les autres, mais attention, vous n'êtes pas immortels. Et donc, c'était ça l'idée. C'était de dire, votre vie, vous n'en avez qu'une. Et cette vie-là, elle est fragile, elle est précieuse. Prenez-en soin. Il y a beaucoup de facteurs aggravants. Entre 16 et 25 ans, il y a un pic d'accidents. Déjà, c'est une étape de la vie où le jeune se construit son identité. Et donc, pour construire son identité, il répond à la question « qui suis-je ?» Et donc, pour cela, il va sortir du cadre, notamment du cadre éducatif, du cadre parental, et donc forcément aller chercher l'interdit pour sortir du cadre. Après, il y a le phénomène de meute, il y a le phénomène de groupe. Bien sûr, le « t'es chiche ou t'es pas chiche », enfin voilà, vas-y, fais-le, est-ce que t'oses le faire ? Et donc ça peut être un facteur aggravant, bien sûr, de faire comme les copains, parce que sinon je passe pour le relou, celui qui ose pas, etc. Et puis ensuite, il y a des facteurs aggravants. Là, pour le coup, c'était le cas de Jean, c'était l'alcool, bien sûr, qui va désinhiber, faire croire que oui, on peut le faire,
donner des ailes et en plus rendre celui qui a bu, il a cette forme de désinhibition et en plus, il apprécie moins les distances, il apprécie moins la vitesse. Et puis la drogue, bien sûr. Donc voilà, il y a un ensemble d'éléments qui vont faire qu'à ces âges-là, on est particulièrement fragile. Et puis il y a aussi cette notion qui est importante et qu'on rappelle beaucoup aux jeunes, qui est que le cerveau, en fait, finit de se construire que vers 25 ans, 25-30 ans. Et que donc, on a besoin de vivre des émotions, on a besoin de vivre des sensations fortes. Mais pour autant, le cerveau qui est capable de comprendre et d'apprécier les conséquences de nos actes, il va mûrir après. Et donc, en fait, on a ce pic d'accident aussi pour ça. Parce qu'il y a une notion de maturité du cerveau qui est importante à expliquer aux jeunes. Vous avez écrit cette pièce de théâtre et vous allez, avec votre petite mallette, les comédiens et des débats dans des écoles, chez les étudiants. Comment est-ce que vous fonctionnez ? On va dans les lycées à partir de la première surtout, parce que c'est une pièce coup de poing. On s'est interrogé sur la meilleure façon de raconter cette histoire avec donc Jacques Imat, qui est le co-auteur et le metteur en scène de la pièce. On s'est dit comment faire pour bousculer les jeunes, parce que là, il y a un vrai sujet. Il faut les bousculer. Et c'est lui qui a eu l'idée. Il m'a dit en fait un jour, il m'a dit, tu sais, je crois que vraiment la meilleure façon de raconter l'histoire, c'est que ce soit Jean qui raconte l'histoire. Ça a été quand même un cap pour moi. Mais c'est vrai que c'est une pièce qui bouscule beaucoup les jeunes. Cette pièce dure 35 minutes. Il faut déjà avoir une certaine maturité. Il faut que ça fasse écho à du vécu. C'est pour ça qu'on ne la joue pas au collège. C'est trop jeune. On joue à partir vraiment de l'âge de 16 ans, 16-17 ans. En plus, par rapport aux matières qui sont enseignées en première, le français, la philosophie en terminale, il y a un écho qui est intéressant aussi sur le plan vraiment là, disciplinaire, je dirais. Et donc voilà, on va dans les lycées et on joue cette pièce. On va aussi dans les écoles d'enseignement supérieur, dans les universités pour les étudiants. Et puis on est amené après à échanger avec les jeunes sur en fait qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. Si vous avez un ami qui ressemble à Jean, et on me le dit souvent, mais moi je vois très bien, j'ai un copain, j'ai l'impression que vous avez parlé de ce copain. Ou bien, j'ai l'impression de ressembler à Jean. Ça nous arrive tout le temps. Et donc voilà, on essaye de leur donner des pistes concrètes pour essayer d'identifier ces facteurs de risque. Et puis aussi de se poser cette question que je pense Jean ne s'était pas posée, c'est-à-dire où est mon propre curseur finalement par rapport au risque ? C'est important de se poser cette question-là quand on a 17-18 ans. J'en suis où avec les comportements à risque ? Et donc de leur donner quelques repères aussi là-dessus. Ouais, je m'en rends bien compte. De l'adrénaline. Sans ça, ma vie, elle est fade. Et puis, faut avouer qu'avec cette bande de potes, je suis bien servi. On est tous pareils à cet âge, non ? Moi, peut-être un peu plus. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Cette génération, précisément, celle qui a pris de plein fouet le Covid, on la reproche d'être une génération canapé, je bouge pas, je fais rien, je regarde des vidéos en streaming et je bouge pas. Et vous leur dites, justement, il ne faut pas prendre de risques. Merci, c'est une excellente question et c'est là tout l'objet de l'échange qui suit la pièce. Vraiment, la pièce, c'est un point de départ pour échanger avec eux. Surtout pas, vivez votre vie à fond parce que votre vie est merveilleuse. Vous avez plein de choses à vivre, plein de choses à faire. C'est vraiment cette notion de curseur et d'être en capacité, quand ils sortent de la salle où s'est passé notre échange, de se dire « Attends, j'en suis où ?» Est-ce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis borderline ou est-ce que, ok, ça va avec les comportements à risque, moi, je suis plutôt du bon côté, on va dire. Donc non, l'idée, c'est surtout pas qu'après l'échange, ils aient envie de s'enfermer dans une pièce capitonnée, de ne plus y bouger. En fait, on prend tous des risques tous les jours. On va prendre notre vélo dans Paris pour se promener ou pour aller au travail. On va être piéton, on va être en voiture. Donc voilà. Donc ça, bien sûr qu'on prend des risques. Le chirurgien qui opère, il prend un risque. Vous me disiez hors micro que vous aviez témoigné hier à la conférence des grandes écoles devant des bureaux des sports et des bureaux des élèves. Est-ce que cette soirée avait un goût particulier devant tous ces jeunes, justement ? Oui, parce que ce sont des jeunes qui ont plus de responsabilités que d'autres au sein de leurs écoles. Donc forcément, ils sont étudiants, donc ils sont concernés, mais en plus, ils ont des responsabilités dans leurs associations. Donc c'est vrai qu'il y a une double casquette pour ces jeunes-là, donc c'est d'autant plus important pour nous de faire véhiculer les bons messages. On parle souvent des sports à risque, continuez les sports à risque. En fait, quand on fait un sport à risque, quand on fait du BMX, quand on fait du parapente ou je ne sais quel sport un petit peu dangereux, on s'entraîne, on a des protections, on met un casque.
On connaît, on sait quels sont les risques associés à ce sport. On a un entraîneur. Voilà, donc tout ça, allez-y à fond. Au contraire, c'est ce qui va vous procurer de l'adrénaline, c'est ce qui va vous permettre de vivre des choses merveilleuses en collectif, etc. Jean, ce qu'il a fait, il l'a fait sur un coup de tête, sans avoir réfléchi, et en plus en ayant bu de l'alcool avant. Ça, c'est un comportement à risque parce que je n'ai pas anticipé le risque que je suis en train de prendre. Je n'ai pas mesuré ce que je suis en train de faire. C'est vraiment une grosse différence et c'est très important d'apprécier la différence entre je prends des risques, oui, parce que je vis. Être en vie, c'est prendre un risque, de toute façon. Parce qu'il y a la mort dans la vie, forcément, à un moment donné. Donc, mais attention, même si le risque fait partie de la vie, le but, c'est vraiment de ne pas se mettre en danger de mort immédiate parce que je suis montée sur un échafaudage, parce que j'ai roulé à 180 sur la route. Donc c'est vraiment essayer de relativiser, de comprendre où j'en suis moi dans ma vie de jeune avec cette notion du risque. Est-ce que dans les rencontres que vous avez faites, il y a des jeunes qui vous ont particulièrement marqué, des jeunes en colère, des jeunes qui vous interrogeaient, qui vous remettaient en cause? On a vu 14 000 jeunes. On a fait hier notre 101e représentation. Il y en a beaucoup. Hier soir, j'ai une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Écoutez, j'ai un petit frère qui a 14 ans. » Et il fait beaucoup de bêtises et je ne sais plus quoi lui dire. Et donc, on a des échanges qui sont très profonds, qui sont très sincères. Et ça date d'hier. Hein. Mais des jeunes comme ça, j'en ai plein. J'en ai une centaine. Il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui ont eu des accidents, qui sont toujours vivants, donc qui ont eu ce type d'accident. Je pense à Eric notamment. Je pense à William. Il y en a plein d'autres. Depuis que je fais tourner cette pièce, j'ai eu de merveilleuses rencontres qui renforcent tous les jours mon envie de continuer cette belle mission. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maman, vous avez l'impression d'être plus protectrice avec vos 2 autres enfants? Non, pas du tout, au contraire. Et ça a été vraiment un gros sujet parce que, effectivement, quand il y a eu ces 3 mois de confinement, les 2 filles étaient à la maison sous mes ailes de maman poule, hein, j'ai envie de dire, juste à proximité. Et puis, quand il y a eu le déconfinement, bah oui, il a fallu accepter qu'elles repartent à vélo, qu'elles repartent en soirée, etc. Et là, j'ai eu vraiment une réflexion personnelle en me disant « mais je peux pas, parce que leur frère a fait cette bêtise, leur faire payer, entre guillemets, et leur entraver leur liberté de jeune fille, de jeune femme. » Et donc non, j'ai pris le parti inverse, de me dire « allez-y, vivez votre vie à fond ». Elles n'ont pas le même profil que leur frère. Et non, ça a été plutôt le contraire, de me dire « allez, de toute façon, on ne tient pas sa vie dans sa main. Ce qui nous arrive nous appartient pas toujours, on est responsable d'essayer de tout faire pour rester vivant. C'est ce que je dis aux jeunes, mais on ne tient pas sa vie dans sa main. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc non, il faut qu'elles vivent leur vie, il faut qu'elles aient une vie la plus sereine possible par rapport à ce drame qui nous est tombé dessus. Est-ce que cet engagement que vous avez pris il y a 4 ans et demi, 5 ans après le décès de Jean, non pas apaise votre douleur, mais la rend concrète et vivante? Et est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous sentez que vous allez passer la main? Ah non, on continue. Ah non, j'ai une super équipe. Je n'ai pas encore parlé de l'équipe, mais j'ai vraiment une équipe de personnes très engagées à mes côtés. Donc Simon Herlin, le comédien, Mathis de River, le pianiste, Jérémy Cherperet, le régisseur, et puis Jackie Matt, qui a écrit avec moi et fait la mise en scène de cette pièce. On est tous engagés, vraiment très fortement dans cette action. On se rend compte que ça bouge les consciences, que ça permet aux jeunes de se poser des questions et de ressortir, je pense, un petit peu différent, peut-être pas tous, mais ressortir de cette pièce un petit peu différent. Donc non, on continue, au contraire, on est hyper motivés. On est de plus en plus appelés dans toute la France. Donc là, je reviens d'Angers, effectivement, et on est amené là à bouger sur l'Auvergne, sur Rhône-Alpes, avec la Ligue de rugby qui va nous faire intervenir. Donc on sort un petit peu des lycées, des écoles. C'est un sujet qui est difficile à appréhender, en fait, qu'on va relier, par exemple, à l'alcool, mais on peut aussi prendre des risques sans avoir bu d'alcool ou sans avoir pris de substances. Donc c'est un sujet qui est assez difficile à appréhender. D'ailleurs, les comportements à risque, déjà les jeunes se demandent, mais en fait, de quoi vous voulez parler ? C'est en fait une prise de risque inconsidérée. C'est-à-dire qu'au moment où je fais l'action que je fais, je ne me rends pas compte que je me mets en danger de mort. Donc principalement, tout ce qui a trait à hauteur, à la vitesse ou à la recherche de l'inédit. Hier soir encore, un jeune me disait, moi je me suis amusé cet hiver à traverser un lac, par exemple, à la nage, dans la nuit. Bon, voilà, traverser un lac qui est peut-être à 12-13 degrés, je ne sais pas, la nuit, au mois de février, c'est un comportement à risque. Et pourtant, quand il l'a fait, il s'en est pas aperçu. Donc, on est très, très motivés pour continuer. Et puis, Jean est au cœur de mon action.
Jean est avec moi tout le temps. Je le sens très présent dans cette action. Je sais très bien que c'est pas ce qu'il voulait. Et je pense que quand il est tombé, il s'est vraiment dit « Waouh, quelle connerie je suis en train de faire !» Et que donc, il est vraiment avec moi, très présent dans cette action. Merci beaucoup, Hélène. J'ai une question traditionnelle des engagés que je vais vous poser. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors, je vous en propose deux personnes qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, c'est Baptiste Mullier, avec qui on travaille en parallèle parce qu'on se croise régulièrement et qui, lui, vient témoigner sur l'alcool. Et puis, c'est Éric Fradet. Éric qui a un parcours absolument incroyable, qui a une histoire mêlée très fortement à celle de Jean, puisqu'il a eu un accident le 12 mars 2020, dans la même école que Jean, un accident très, très grave. Il a failli vraiment y laisser sa vie et il témoigne aujourd'hui que tout est possible, en fait. Qu'on a une force de vie en soi, on a une capacité de résilience qui est exceptionnelle. Et donc, voilà, je vous propose ces deux personnes-là. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que vous pouvez retrouver les engagés sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel engagé. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.